Salut à tous, bienvenue pour ce nouveau numéro des infos dont on parle peu, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce 141e numéro. Tout d'abord, je tiens à vous adresser à tous mes meilleurs vœux pour cette année 2017 en espérant que ça soit l'année du changement. Alors, il ne faut pas rêver, ça ne sera pas une année de changement politique, puisque les politiques de droite comme de gauche sont toujours dictées par l'idéologie mondialiste. Ce ne sera pas un changement de la part des journalistes, puisque vous avez vu que les journaux continuent dans la même propagande, dans le Trump bashing, dans le Poutine bashing, dans nos médias bashing aussi. Donc il ne faut rien s'attendre de ce côté-là non plus. J'espère simplement que ce sera un changement plutôt chez les gens en fait. J'espère que ce sera un réveil global et massif qui les orienteront notamment vers notre média à nous. Donc voilà, je vais vous donner le sommaire de ce 141e numéro. Dans la partie internationale, on va parler des États-Unis, au moment où Barack Obama passe la main à Donald Trump. On parle également de l'Europe, qui va tenter de censurer un peu plus Internet cette année. Dans la partie économie, on va parler de Foxconn, vous savez, c'est l'assembleur des iPhones. Et ben lui, il veut faire des usines 100% automatisées. On parlera également des chantiers navals STX qui vont être cédés à un repreneur italien. Partie France, on parlera de l'éducation, où les démissions d'enseignants flambent. Alors on pourrait parler également, par exemple, des hôpitaux. Vous avez vu cette vidéo sur internet d'une interne dans un hôpital parisien, il me semble, passer son coup de gueule, qui fait plus de 9 millions de vues, c'est quand même extraordinaire. On parlera également des ventes des terres agricoles aux Chinois, qui inquiètent beaucoup le gouvernement français. Enfin, partie santé-environnement, on parlera des chutes de neige industrielles, on parlera des antibiotiques en Chine et de la dangerosité de vivre près des axes routiers selon une étude. Voilà, attachez vos ceintures et on y va. On attaque la partie internationale, on démarre tout de suite avec les États-Unis, on va parler de Barack Obama qui passe la main à Donald Trump. Alors il passe la main et en même temps on apprend qu'à Chicago, donc le fief de Barack Obama quand même, on a 762 homicides en 12 mois, un record depuis plus de 20 ans. Le fief électoral de Barack Obama fait face depuis une décennie à une recrudescence de meurtres, notamment par arme à feu. La mauvaise réputation de Chicago, héritée de la période de la prohibition au début du XXe siècle, semble de nouveau s'abattre sur la capitale du crime. Après une brève accalmie au milieu des années 2000, le nombre d'homicides a de nouveau explosé en 2016, avec 762 meurtres, contre plus de 600 pour New York et Los Angeles réunis. Chicago a connu sa pire année en près de 2 décennies, et la solution semble difficile à trouver pour endiguer le fléau des armes à feu. Voilà pour le fief de Barack Obama. On continue, alors vous savez que Barack Obama avait aussi promis la fermeture de Guantanamo, ce qui n'a pas du tout été le cas. Guantanamo, où 4 détenus ont été transférés en Arabie Saoudite. 4 détenus yéménites ont été transférés de la prison militaire américaine de Guantanamo en Arabie Saoudite jeudi dernier. Voilà ce qu'a constaté un journaliste de l'AFP. À Washington, le Pentagone a confirmé dans un communiqué que 4 détenus du camp de prisonniers situé sur l'île cubaine avaient été transférés en Arabie Saoudite. Selon l'administration américaine, il reste désormais 55 prisonniers à Guantanamo. Les 4 hommes ont été accueillis avec émotion par leur famille après des années de séparation. Ils resteront vivre en Arabie Saoudite, voilà ce qu'a précisé le ministère de l'Intérieur dans un communiqué. Un des prisonniers libérés, Salim Ahmed bin Kanad, a déclaré se sentir renaître en voyant les siens. On continue, on va parler encore des États-Unis, encore de Barack Obama, puisqu'on a largué 72 bombes par jour en 2016. 72 bombes par jour de la part des États-Unis. Selon un décompte effectué par un institut américain indépendant, les États-Unis ont largué plus de 26 000 bombes en 2016 sur 7 pays. C'est 3 000 bombes de plus que l'année auparavant. Le think tank new-yorkais Council on Foreign Relations a recensé les données mises à disposition par le département de la Défense concernant les raids aériens américains. Il en ressort que les États-Unis larguent 3 bombes par heure dans le monde. Sur les 26 100 bombes utilisées par l'armée américaine en 2016, 24 300 ont été larguées sur l'Irak et la Syrie, où les États-Unis mènent la coalition qui combat le groupe État islamique. Les autres ont touché l'Afghanistan, la Libye, le Yémen, la Somalie et le Pakistan. Et selon le CFR, ces chiffres sont sous-estimés car les données ne sont disponibles que pour certains pays et qu'un raid peut impliquer plusieurs bombes ou plusieurs munitions. On continue, on va parler également du déploiement de tanks américains en Pologne, puisque ça nous promet de bonnes années de tension, ça, avec les Russes, puisqu'environ 3000 soldats américains viennent d'être débarqués sur le sol polonais. La semaine dernière, ils sont arrivés pour gonfler les rangs de l'OTAN dans la région. Alors que le chantier d'aménagement du nouveau siège bruxellois de l'OTAN prend du retard, en raison de problèmes liés au système de communication très sophistiqué à mettre en place, sur le terrain, les manœuvres continuent. Mais il s'agit également de participer à des exercices de formation
de militaires baltes particulièrement inquiets ces derniers temps par les rodomontades du grand voisin russe. Voilà, j'espère que Donald Trump, qui a promis de réformer l'OTAN, tiendra parole. On parle également des avions F-35 américains déployés au Japon. Ça aussi, ça prévoit de bonnes années de tension avec la Chine. Les États-Unis ont envoyé des F-35 du corps des Marines au Japon. Premier déploiement à l'étranger pour cet avion de combat furtif ultramoderne, dont le développement a été marqué par retard dérapage financier, selon un communiqué des Marines. Le F-35 est opérationnel depuis l'été 2015 dans la version des Marines à décollage court et atterrissage vertical. Il l'est depuis l'été 2016 dans sa version classique destinée à l'US Air Force. Le F-35 représente le programme d'armement le plus cher jamais lancé par le Pentagone, avec un coût estimé à près de 400 milliards de dollars. Vous entendez bien, 400 milliards de dollars pour développer des avions de combat. En décembre, le président élu Donald Trump l'avait pris pour cible, estimant que le dérapage des coûts était, je cite, hors de contrôle, et affirmant qu'il voulait obtenir un rabais du constructeur Lockheed Martin. On va changer maintenant, on va arrêter de parler des États-Unis, on va parler de son petit frère, Israël, qui lui a invité 6000 ouvriers chinois pour bâtir moins cher, dans les colonies bien sûr. Enlisé depuis des années dans une crise immobilière, l'État hébreu veut endiguer la pénurie de main-d'œuvre dans le bâtiment. L'État hébreu va faire venir 6000 travailleurs chinois au cours du premier semestre pour endiguer la pénurie de main-d'œuvre qui contribue à perpétuer la crise immobilière dans laquelle le pays est enlisé depuis 2008. L'accord signé mercredi dernier par les autorités des deux pays prévoit que 20 000 ouvriers chinois seront à terme autorisés à travailler en Israël. Le ministre des Finances, Moshe Kalon, affirme que cet afflux va, je cite, dynamiser les efforts visant à faire baisser enfin les coûts du logement. Ceux-ci ont encore progressé de 8% l'an dernier, alors que le chef de file du parti centriste Kouloune s'était engagé à inverser la tendance durant la campagne électorale de 2015. Les prix de l'immobilier constituèrent au cœur de l'été 2011 l'un des moteurs du mouvement de protestation Occupy Rothschild. On continue, on va parler également de la Russie, puisque la Russie a promis de livrer 130 tonnes d'uranium naturel à l'Iran. Selon des sources diplomatiques, les pays qui ont négocié l'accord sur le nucléaire iranien ont validé la livraison de 130 tonnes d'uranium naturel à Téhéran par Moscou. La Russie va livrer 130 tonnes d'uranium naturel en échange de 44 tonnes d'eau lourde, nécessaires pour refroidir le cœur des réacteurs nucléaires, qu'elle a reçu de la part de Téhéran. Cette décision a été validée par le groupe des 5+1, donc la Russie, la Chine, les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne qui avaient négocié l'accord sur le nucléaire en 2015. Elle doit cependant encore être approuvée par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ce qui devrait être une formalité puisque les 5 pays ont entériné la décision. Alors, on parle maintenant également un petit peu de ce qui se passe en Syrie. Vous savez que Alep a été libéré. L'organisation internationale devrait être contente. Bon, apparemment, il y a eu plus de critiques que de joie, en fait. Alors aujourd'hui, on a un attentat à Damas et 8 morts. Au moins 8 personnes ont péri jeudi dernier dans un attentat suicide dans un quartier de Damas, où se trouvent des bases militaires des renseignements, voilà ce qu'a indiqué l'OSDH. Les attentats sont rares à Damas, bastion du régime de Bachar al-Assad, qui combat depuis près de 6 ans les rebelles en Syrie. La capitale syrienne est parfois la cible de tirs d'obus lancés par des insurgés qui tiennent des localités des environs. C'est un kamikaze qui a tué au moins 8 personnes dans le sud-ouest de Damas. Voilà ce qu'a précisé l'OSDH. Voilà, donc, comme nous l'avions précisé dans d'autres émissions, puisque les rebelles, ou plutôt l'État islamique est un peu en déroute, on va bientôt retrouver bien sûr des combattants un petit peu partout, donc sur les routes bien sûr, en Irak bien sûr, mais également à Damas où ils vont faire des coups comme celui-là, provoquer des explosions. Et on termine cette partie internationale en parlant de l'Union européenne, puisque l'Union européenne nous prépare une censure du net, faut être clair. Alors que le commissaire européen du numérique, Günther Oettinger, va quitter son poste pour occuper la tête du budget européen, le parti pirate alerte les internautes sur l'héritage qu'il va laisser. Il s'agit d'un ensemble de propositions qui pourraient menacer 2 des bases fondamentales de l'Internet, à savoir les liens et les téléchargements de fichiers. Pour information d'abord, le Parti Pirate, c'est un parti politique fondé en France en 2006 et adhérent du Parti Pirate International. Son programme se développe sur la base de la protection des droits de liberté fondamentale, aussi bien dans le domaine du numérique qu'en dehors. Le Parti Pirate International est représenté au Parlement européen par l'Allemande Julia Reda, députée européenne depuis juillet 2014. C'est cette dernière qui a appelé les citoyens européens à demander à leurs représentants au Parlement de se joindre à elle pour bloquer les propositions faites par Oettinger.
Alors, ces propositions, d'après le Parti pirate, ces propositions répondent aux exigences de certains éditeurs de presse de taxer les moteurs de recherche et les réseaux sociaux pour leur envoyer du trafic, ainsi qu'au souhait de l'industrie de la musique d'être soutenue par leurs négociations avec YouTube. Cette proposition pourrait avoir l'effet de rendre certaines habitudes sur Internet et certains services usuels, je cite, illégaux, payants à tout le moins, entourbés dans un flou juridique. Voilà ce qu'explique le Parti pirate. Les propositions en question indiqueraient que la protection apportée par le droit de reproduction et le droit de rendre accessible un contenu au public doit être étendue aux éditeurs de publications de presse. Comme conséquence, le partage d'un extrait d'article de presse sans licence pourrait devenir illégal. D'après le Parti pirate, partager un extrait d'article de presse sans licence d'un éditeur sera une infraction, et ce même 20 ans après la publication de l'article, et même si un lien vers la source est indiqué. Aucune distinction n'aurait été faite entre les usages commerciaux ou non. Vous comprenez bien ce que ça veut dire. Ça veut dire que nos sites sont foutus, c'est clair et c'est net. Je continue. Les internautes pourraient aussi avoir besoin d'une licence avant de tweeter certains titres d'actualité. C'est incroyable quand même. Voilà ce qu'explique le Parti pirate. Donc des sites comme Facebook, Twitter, Reddit et bien d'autres services génèrent automatiquement des prévisualisations d'images et des textes lorsque vous postez les liens. Avec la proposition de Günther Oettinger, ces prévisualisations pourraient également faire l'objet d'une licence si les liens dirigent vers une publication de presse ou un site de divertissement régulièrement mis à jour. Dans ce cas-là, donc, Facebook et Twitter devraient donc désactiver cette fonctionnalité de leur plateforme s'ils ne veulent pas payer pour les liens. Cela rendra toutefois leurs interfaces moins conviviales. Voilà. On attaque la partie économie maintenant. On va démarrer avec le Panama qui négocie avec Paris pour sortir de la liste des paradis fiscaux. La France et le Panama vont entamer début janvier à Paris des négociations pour renforcer leur coopération en matière fiscale, alors que Paris a placé le pays latino-américain sur la liste des paradis fiscaux suite au scandale des Panama Papers. D'ailleurs, on n'entend plus parler de ces Panama Papers. On ne sait pas s'il y a eu des poursuites, pas beaucoup à mon avis. Ces négociations, lancées à l'initiative du ministère français de l'économie, visent à, je cite, établir une feuille de route qui permette de répondre à différents points en suspens en termes de transparence et de coopération fiscale. Le gouvernement panaméen espère que Paris, je cite, reconnaîtra les avancées faites en termes de transparence et de coopération fiscale. Le Panama a signé en octobre 2016 la convention multilatérale contre la fraude fiscale élaborée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Cet accord fiscal impose de transmettre des informations fiscales à n'importe lequel des pays signataires qui en font la demande. Outre le Panama, 104 autres pays ont signé cette fameuse convention. On continue, on va parler maintenant de la croissance du trafic aérien qui est assurée par les compagnies low cost. En 2016, 3,7 milliards de passagers ont été transportés à travers le monde, soit 6% de plus que l'année précédente. Les low cost y ont forcément contribué. Le trafic aérien de passagers a poursuivi sa progression en 2016 grâce au dynamisme des compagnies à bas coût. Voilà ce qu'a indiqué l'Organisation de l'aviation civile internationale. Pour l'ensemble de l'année 2016, un total de 3,7 milliards de passagers ont en effet été transportés par les compagnies aériennes à travers le monde, une hausse de 6% par rapport à l'année précédente, dont le volume avait déjà été augmenté de 7% selon ces mêmes agences. La croissance a été plus marquée en Asie, plus 8%, au Moyen-Orient, 11,2%, en Amérique latine, 6,5%, ou en Afrique, plus 5,7%, tandis que le rythme a été plus lent en Europe, plus 4,3%, ou en Amérique du Nord, plus 3,5%. Les compagnies dites low cost ont assuré 28% du trafic aérien de passagers en franchissant pour la première fois la barre du milliard de personnes transportées dans leurs avions. En Europe, les compagnies à bas coût ont transporté près du tiers des passagers, soit une proportion un peu plus importante qu'en Asie, 31%, ou en Amérique du Nord, 25%. L'augmentation de la présence des compagnies low cost, notamment dans les économies émergentes, ont contribué à la progression du trafic des passagers dans le monde. On continue, on va parler maintenant de la Deutsche Bank qui va payer 95 millions de dollars pour fraude fiscale. Ça c'est juste un premier paiement, attention, parce qu'après ça va se gâter. La Deutsche Bank a accepté de payer 95 millions de dollars aux autorités américaines. Voilà ce qu'a annoncé le 5 janvier dernier le procureur chargé de l'affaire de fraude fiscale présumée aux États-Unis. Le premier groupe bancaire allemand a accepté un accord avec la justice américaine, mais il ne clôt pas l'un des nombreux litiges financiers dans lequel la banque est citée. Cette somme de 95 millions de dollars peut paraître importante et pourtant elle représente une ardoise en moins à régler pour la Deutsche Bank. Le montant équivalent à 91 millions d'euros est inférieur à ce qu'attendaient les marchés financiers.
Il s'agit donc d'un moindre mal et d'une forme de soulagement pour le groupe bancaire de Francfort. Il a d'ailleurs reconnu ses torts dans cette affaire de fraude fiscale datant du début des années 2000, lors du rachat de la holding américaine Charter. La Deutsche Bank va devoir bientôt débourser une somme bien plus colossale que la facture affichée cette semaine. En effet, on attend 7 milliards de dollars d'amende pour son rôle dans la crise des subprimes. Alors, même topo pour le groupe Volkswagen, qui a négocié un accord à l'amiable de 4,3 milliards de dollars aux États-Unis. Volkswagen a annoncé mardi dernier avoir négocié avec le ministère américain de la Justice un accord de règlement au civil et au pénal pour 4,3 milliards de dollars dans l'affaire de fraude aux émissions polluantes de ses moteurs diesel. Alors, entre parenthèses, vous voyez bien que ce sont des groupes européens qui règlent toujours une ardoise aux États-Unis. C'est rarement l'inverse. Et d'ailleurs, quand on a l'opportunité, par exemple, avec Apple ou Facebook, de leur coller une amende, en France, nous, on refuse. On est plus malin que les autres. On va parler maintenant de la robotique. Tout d'abord, les dépenses de la robotique d'ici 2020, puisqu'on prévoit une dépense de 188 milliards de dollars. D'après des études récentes sur le secteur de l'industrie, on estime que les robots pourraient devenir un marché pesant plus de 188 milliards de dollars de par le monde d'ici 2020. Ceci inclut les drones, ainsi que tous les services employant des robots de quelque façon que ce soit. John Stangagat, chercheur à IDC Manufacturing Insight, a déclaré dernièrement que cette croissance trouvait son origine dans les avancées technologiques récentes et divers usages qui en découlent, ainsi que de leur acceptation par le marché. Les innovateurs en matière de robotique produisent des robots qui peuvent aujourd'hui être utilisés pour une gamme de tâches bien plus large qu'auparavant. Cet état de fait facilite l'adoption de la robotique par un plus grand nombre d'industries. On continue, on va parler maintenant de Foxconn. Foxconn, c'est l'assembleur d'iPhone qui ambitionne d'avoir des usines entièrement automatisées. En mai dernier, nous avons évoqué le fait que Foxconn, le groupe taïwanais spécialisé dans la fabrication de produits électroniques, a annoncé avoir réduit de manière drastique sa main-d'œuvre au profit des robots dans l'optique d'accélérer la vitesse de production tout en réduisant les coûts. Je cite, l'usine de Foxconn a réduit sa main-d'œuvre qui est passée de 110 000 à 50 000 grâce à l'introduction de robots. Une transition couronnée de succès dans la réduction des coûts de main-d'œuvre, voilà ce qu'a déclaré le responsable du département de la publicité. Alors, Da Jingpen, en tête de l'Automation Technology Development Committee de Foxconn, a expliqué dans une interview accordée à Digitime que l'entreprise essaie de se focaliser sur 3 étapes différentes pour atteindre son objectif qui est de parvenir à automatiser entièrement ses usines. La première étape consiste à mettre en place des robots qui vont effectuer des tâches qui sont trop dangereuses pour les travailleurs humains ou tout simplement pour des activités que les employés refuseraient de faire. La seconde phase implique de rationaliser le processus de production en supprimant les robots redondants. Étant donné que leur construction est très onéreuse, la société veut utiliser le moins possible de robots. Foxconn a déjà déployé 40 000 de ces robots qui sont baptisés Foxbots et en construit plus de 10 000 chaque année. Et la troisième phase, et la dernière étape, implique également la main-d'œuvre humaine, puisque les usines vont employer que du personnel absolument obligatoire pour des choses comme la logistique, les essais et l'inspection. On continue dans cette revue de presse économique. On va parler maintenant de la reprise de STX France, un des fleurons de l'entreprise française, qui va être repris par une société italienne. La reprise des chantiers navals STX France par le groupe italien Fincantieri sera bouclée avant l'élection présidentielle d'avril-mai. Voilà ce qu'a déclaré à Reuters le secrétaire d'État de l'industrie. Christophe Sirugu a confirmé que l'État entendait conserver sa minorité de blocage de 33% dans l'entreprise, mais estimait que la nationalisation des chantiers navals de Saint-Nazaire, préconisée par l'ancien ministre socialiste Arnaud Montebourg, n'était pas la solution. Alors cette reprise de la part de Fincantieri sur l'État français doit permettre le maintien du site de Saint-Nazaire et de ses 7000 emplois, sous-traitants compris, et s'assurer que le carnet de commandes de STX France ne sera pas ventilé ailleurs, de préserver le savoir-faire et la prospérité industrielle des chantiers français, ainsi que l'accès aux infrastructures pour le constructeur naval militaire DCNS. Voilà, je ne sais pas si on se rend bien compte qu'on est en train de démanteler un des fleurons français, qui est en plus associé avec le militaire français. Ça fait très 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 mal. On continue et on va parler maintenant du record de l'excédent commercial allemand, tandis que nous on plonge une fois de plus. Dans un article publié le 10 janvier dernier, les Échos indiquent que le fossé se creuse encore entre l'Allemagne et la France. En effet, selon les chiffres publiés par Destatis, l'Office national de statistique locale, l'excédent allemand des 11 premiers mois de l'année 2016 s'évaluait à 234 milliards d'euros,
alors que la France présente un déficit de 46 milliards d'euros sur la même période. On continue, on va parler un petit peu également de l'Afrique. Alors en ce moment, il y a une espèce de révolte contre le franc CFA, un peu dans toute l'Afrique. Et là, on entend parler maintenant du ECFA, ICFA on va dire plutôt. C'est une monnaie numérique. 2017 sera l'année du ICFA. Le Sénégal s'apprête à lancer une version numérique du franc CFA, la monnaie en vigueur dans toute l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Cette devise numérique sera émise par la Banque régionale de marché, la BRM, selon la réglementation sur la monnaie électronique édictée par la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Si son succès se confirme, elle sera alors étendue à tous les pays de la zone UEMOA. Et on termine cette partie économie en parlant de l'Europe. L'Europe qui propose de confisquer l'or en prétextant vouloir combattre le financement du terrorisme. C'est un peu comme l'Europe qui veut censurer le net, hein. C'est un peu la même chose. On est vraiment dans le bon chemin. Alors, dans la foulée des restrictions sur les importations d'or en Chine et de la démonétisation et de la confiscation de l'or en Inde, la Commission européenne, suite à l'attaque terroriste qui a frappé Berlin, a proposé de renforcer les contrôles de capitaux au sein de l'Union. Elle souhaite en effet commencer à restreindre les flux entrants d'espèces et de métaux précieux sur son territoire qu'elle juge susceptibles de financer des attaques terroristes sur le continent européen. Cette attaque terroriste du 19 décembre dernier à Berlin a donné comme prétexte à la Commission européenne de resserrer les contrôles des capitaux, et en particulier sur l'argent liquide et les métaux précieux. Cette proposition entre dans le cadre d'un plan d'action contre le financement du terrorisme dévoilé après les attaques de Paris en novembre 2015. Sur la base des nouvelles propositions, les agents de douane des États de l'Union européenne pourront augmenter les vérifications des envois d'argent liquide et des cartes prépayées. Les personnes possédant plus de 10 000 euros doivent déjà à ce jour déclarer cet argent lorsqu'ils entrent dans l'Union européenne. Les nouvelles règles autoriseraient les autorités à saisir l'argent en dessous de cette limite, je cite, en cas de suspicion d'activité criminelle. Voilà ce qu'a écrit la Commission dans une note. Les officiels de l'Union européenne ont déclaré que les attaques récentes en Europe ont été perpétrées avec des fonds limités, parfois envoyés depuis l'extérieur de l'Union européenne via des réseaux criminels. On attaque la partie France maintenant et on va démarrer avec les cotisations en retraite qui vont augmenter en 2017. Donc votre salaire va diminuer. C'est pour rajouter par rapport à toutes les augmentations que nous avons vues dans le dernier numéro des IDOP pour 2017. Si votre salaire net affiche une baisse en janvier, ne vous étonnez pas, les cotisations en retraite ont augmenté de nouveau. C'est l'une des conséquences de la loi de réforme des retraites de 2014 qui avait prévu un relèvement progressif du taux de la cotisation d'assurance vieillesse déplafonné sur 3 années consécutives. Pour la dernière fois, du moins si une nouvelle réforme ne vient pas en décider autrement, le taux de cette cotisation est à nouveau relevé de 0,05 points. La part employeur passe de 1,85% à 1,90%, tandis que la part salariée s'établit à 0,4% au lieu de 0,35%. Ces nouveaux taux s'appliquent aux salaires versés à compter du 1er janvier 2017, sauf dans les petites entreprises de 9 salariés au plus qui pratiquent le décalage de la paie. L'augmentation sera appliquée aux salaires versés début février au titre de la paie de janvier. On continue et on va parler aussi de Paris qui part en guerre contre la fraude de stationnement. Oui, rappelez-vous que Paris a déjà commencé à privatiser sa gestion des parkings à des entreprises privées. Donc il faut rentabiliser tout cet investissement et cette privatisation. Alors, moins de 10% des automobilistes parisiens acquittent leur parking. Les amendes vont passer de 17 à 50 euros dans le centre de la capitale à compter du 1er janvier 2018. 50 euros dans le centre, 35 dans les arrondissements périphériques. La fraude au stationnement dans Paris sera beaucoup moins rentable pour les conducteurs dans un an. La mairie a dévoilé en début de semaine les futurs tarifs qui seront votés au Conseil de Paris fin janvier. Voilà, donc en même temps, vous avez bien vu qu'on installe des caméras dans un premier temps pour la surveillance, mais maintenant on va mettre des PV avec ces caméras de surveillance. Donc là, il va falloir s'attendre à ce que ça fasse très mal. On continue, on parle d'éducation maintenant, où les démissions d'enseignants flambent. Le nombre d'enseignants démissionnaires a doublé depuis 2009, passant de 638 à 1180. C'est au sein des professeurs stagiaires du premier degré que ce taux est le plus fort. Il a triplé en 4 ans, passant de 1,3% en 2012 à 3,18% en 2016, selon le ministère de l'Éducation nationale. On continue, on va parler également de Bouygues qui a raflé le jackpot de ce début d'année 2017, puisque avec la centrale nucléaire de Hinkley Point en Grande-Bretagne, Bouygues a remporté un contrat de 1,7 milliard d'euros. Le groupe Bouygues Construction a annoncé avoir décroché auprès d'EDF un contrat de plus de 1,7 milliard d'euros pour la construction des bâtiments qui abriteront les 2 réacteurs de nouvelle technologie EPR à Hinkley Point au Royaume-Uni.
Ce contrat a été confié à la filiale Bouygues Travaux Publics en regroupement avec l'entreprise britannique Lane O'Rourke. Voilà ce que précise le communiqué de Bouygues Construction. Alors, entre parenthèses, vous savez très bien que la technologie EPR pour le moment ne fonctionne pas. On continue et on parle également de l'État qui va céder 4,1% du capital d'Engie. Tout ça pour financer le nucléaire. L'État français a annoncé la clôture de la cession de 4,1% du capital d'Engie, soit 100 millions d'actions, à travers un placement institutionnel accéléré. La taille du placement a été augmentée de 10 millions d'actions supplémentaires au cours de l'opération. Voilà ce que précise l'Agence des participations de l'État et le ministère de l'économie dans un communiqué. Cette opération rapportera à l'État 1,14 milliard d'euros. Il restera l'actionnaire de référence de l'énergéticien avec 28,7% de son capital et 32,6% des droits de vote. Voilà ce qu'on lit dans un communiqué. Et on termine cette partie France en parlant des terres agricoles, puisque les Français maintenant s'inquiètent, et oui s'inquiètent que ces terres agricoles soient vendues aux Chinois. L'affaire a été conclue en toute discrétion l'an dernier. 1800 hectares de terres agricoles de l'Indre ont été vendus à des groupes chinois. Quand elle s'est sue, la transaction a fait grand bruit, à tel point qu'une proposition de loi arrive le 11 janvier à l'Assemblée nationale afin d'éviter qu'un tel scénario se reproduise, que des terres agricoles soient achetées par des sociétés étrangères. C'est déjà un peu tard puisque la plupart des vignobles bordelais et ailleurs ont été achetés par des Chinois et il me semble même que tout l'aérodrome autour de Châteauroux, l'aérodrome militaire a été racheté par des Chinois. Incroyable. On attaque la partie santé-environnement, on va démarrer avec les chutes de neige industrielles sur la moitié nord à cause de la pollution. Alors qu'est-ce que c'est que des chutes de neige industrielles ? Le phénomène est assez peu fréquent. Des chutes de neige industrielles ont été signalées le 31 décembre dernier en plusieurs endroits de la moitié nord de la France, en Côte d'Or, en Moselle, dans l'Yonne, l'Ille-et-Vilaine ou encore dans le Loiret. Quelques centimètres de neige sont venus recouvrir le sol sur des périmètres très localisés. Des flocons qui ne sont pas dus à un épisode de neige classique, mais à la pollution. L'apparition de cette neige dite industrielle est le résultat de la conjonction de températures négatives, du brouillard et d'un niveau élevé de pollution en particules, expliquait début décembre Yves Grégoris, directeur interrégional de Météo France à Strasbourg. Ce phénomène peu courant, sans être rare, est dû à la condensation de l'humidité ambiante autour des particules rejetées par l'industrie et par les particuliers. Ces particules se transforment alors en flocons de neige. Résultat, les abords des zones industrielles en plaine sont recouverts d'un fin manteau blanc, tandis que les sommets au-dessus du brouillard jouissent d'un bel ensoleillement. On continue, on parle de la Chine encore une fois, on va parler de la surconsommation d'antibiotiques et qui menace carrément le pays. En Chine, les antibiotiques peuvent être prescrits pour un simple rhume et sont aussi utilisés largement dans les élevages avant de passer dans les rivières et de la chaîne alimentaire. Le danger est grand pour la population exposée à des bactéries devenues très résistantes. La Chine consomme presque la moitié de la production mondiale d'antibiotiques. Elle en a ingéré 162 000 tonnes en 2013, presque également réparties entre les humains, 48%, et les animaux, 52%. Il faut dire que ces produits, que les Chinois utilisent parfois pour un simple rhume, sont disponibles sans ordonnance dans les petites cliniques. Quant aux éleveurs, ils les administrent de façon préventive pour faire baisser le taux de mortalité et accélérer la croissance des bêtes entassées dans des espaces insalubres. Cette surconsommation fait peser un risque sanitaire majeur en augmentant la résistance des bactéries aux antibiotiques. Si rien n'est fait, certaines maladies comme la tuberculose pourraient ne plus être soignées à l'avenir. Mais le danger est encore accru pour la pollution aux antibiotiques. Ces produits évacués par les urines et les matières fécales continuent leur vie via les eaux usées, contaminant ainsi les rivières et les cultures. Le risque que cette concentration dans la nature en étant ingérée par les humains renforce encore la résistance des bactéries est pris très au sérieux par les chercheurs de l'Institut de géochimie de Guangzhou. Et on termine cette vidéo en parlant de cette étude qui montre que vivre près des axes routiers pourrait accroître le risque de démence. Le fait de vivre à moins de 50 mètres d'une voie de circulation importante augmenterait de 7% le risque de développer une démence. Le risque serait accru de 4% pour un rayon de 50 à 100 mètres. C'est l'une des principales conclusions d'une étude menée par une équipe nord-américaine dont le premier auteur est le docteur Hong Chen. Selon cette enquête, qui a pris en compte les données d'une population de plus de 6 millions de résidents de l'Ontario sur une période de 11 ans, entre 7 et 11% des cas de démence pourraient être attribués à un domicile situé à moins de 50 mètres d'un axe routier majeur. L'étude est publiée le 5 janvier sur le site de la revue The Lancet. Les chercheurs ont également trouvé une association entre la survenue d'une démence et une exposition à long terme de deux polluants liés au trafic routier bien connu, le dioxyde d'azote et les particules fines, dont une bonne partie émanent des gaz d'échappement, notamment de ceux des moteurs diesel. Cependant, ces deux facteurs ne sauraient expliquer à eux seuls l'élévation du risque, selon le docteur Hong Chen,
et ses collègues. Voilà, c'est terminé pour ce numéro des infos dont on parle peu. Je vous remercie tous pour votre attention. Je remercie bien sûr tous ceux qui envoient des informations tout le long de la semaine. Je remercie bien sûr les abonnés de l'agence Infolibre. Sans vous, nous ne pourrions pas vivre. Je vais vous donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo des infos dont on parle peu. D'ici là, restez bien informés sur agenceinfolibre.fr, bien sûr. N'oubliez pas également les réseaux sociaux, Facebook, Twitter bien sûr. N'oubliez pas également de vous procurer le dernier numéro de la lettre d'analyse d'information libre, le hors-série Qui dirige le monde, que vous pouvez vous procurer en version PDF pour 5 € ou en version papier pour 12 €. Voilà, n'oubliez pas également de vous abonner à l'agence Infolibre de manière à ce que nous puissions continuer nos travaux. Rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.